Destination Cookie-less. Destination Cookie-less. Un podcast du cabinet 55. Les cookies tiers, souvent imités, jamais égalés. Et oui, les cookies tiers permettaient de répondre parfaitement à la promesse du marketing digital, c'est-à-dire une communication one-to-one entre une marque et un prospect ou un client, grâce à une identification ultra précise et ultra persistante. Même si le cookie, à la base, il n'était pas prévu pour ça, l'ingéniosité de l'industrie publicitaire en ligne, elle a permis de détourner ce petit fichier texte, qui était utilisé pour faire fonctionner correctement les sites initialement, à des fins marketing très puissantes, sur lesquelles des modèles économiques de géants du web se sont basés. Bonjour et bienvenue dans la série Destination Cookie-less, Mind the Gap, de Databreak, le podcast piloté par le cabinet de conseil Data Marketing 55. Je m'appelle Alain Friedli, je suis Expertise and Innovation Manager chez 55 et aujourd'hui on va parler des ID Providers, parfois également appelés ID alternatifs ou Universal IDs. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de faire intervenir plusieurs acteurs importants du marché que je vais laisser rapidement se présenter. On commence par Valentine Veder pour First ID. Bonjour, je suis Valentine Veder, directrice du développement et de l'accompagnement client chez First ID. Suivi par Julien Delomo pour Utic. Bonjour Alain, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc moi c'est Julien Delomo, je suis le directeur des opérations chez Utic, qui est la solution d'identifiant alimentée par les opérateurs. Interviendra également Nadia Rabi pour LiveRamp. Bonjour à tous, je suis Nadia Rabi, directrice commerciale chez LiveRamp en charge d'ATS pour Authenticated Traffic Solution pour la France et la Belgique. Mon rôle est de développer cette solution en favorisant son adoption par les éditeurs qui sont de grandes marques médias. Et enfin Mathieu Roche pour ID5. Bonjour, je suis Mathieu Roche, le cofondateur et CEO de ID5, une société que j'ai créée en 2017. Alors pour débuter, définissons rapidement ce que sont ces acteurs et ce qu'ils proposent sur le marché de l'adressabilité. Pour faire simple, ce sont des acteurs parfois nouveaux, parfois anciens, qui s'intègrent dans l'écosystème AdTech et MarTech, principalement pour permettre à ceux qui vendent des emplacements publicitaires et à ceux qui les achètent d'identifier des utilisateurs sur le web. Donc concrètement, ça sert surtout, mais pas que, à identifier et adresser des utilisateurs. D'un côté, les annonceurs peuvent recibler des clients ou prospects, ou au contraire les exclure de leur campagne, et de l'autre, les éditeurs peuvent mieux valoriser leur bundle data plus média, c'est-à-dire le trafic associé à leur emplacement publicitaire. Pour ce faire, ces acteurs tech vont fournir un identifiant aux annonceurs et aux éditeurs qui utilisent leur solution en exploitant des données qui leur sont à disposition, qu'ils captent ou qu'ils possèdent. On le verra juste après. Les solutions, elles se sont généralement spécialisées sur un certain type de données pour réaliser cette identification. Ce qui en fait leur force, mais aussi parfois leur faiblesse, selon l'environnement dans lequel on pourra se trouver. Mais alors pourquoi on s'en parle tant aujourd'hui ? Vous vous en doutez, la fin des cookies tiers y est pour quelque chose. Avant, le cookie tiers permettait cette identification de site en site. Et pour illustrer cette mécanique, il n'y a pas meilleur exemple que Criteo, licorne et success story française des années 2010, qui a construit toute sa solution autour de l'exploitation des cookies tiers pour proposer du retargeting ultra précis aux annonceurs. Et finalement, c'était quelque part l'aboutissement de la promesse du marketing digital avec du marketing one-to-one très précis, personnalisé. Et au-delà de ça, ces cookies, ils étaient souvent échangés, croisés entre acteurs pour renforcer la probabilité de reconnaître un utilisateur partout sur le web. Maintenant, ces cookies tiers avaient déjà leurs limites et les ID providers, ils n'ont pas forcément attendu leur disparition pour proposer des solutions d'identification qui utilisent d'autres signaux. Mais quand même, on observe une diversification des solutions depuis le renforcement des contraintes sur les cookies tiers. Et on observe aussi que le marché côté annonceur tarde à amorcer la transition. Parce que les solutions, elles sont multiples. Et là où il y avait une réponse simple au problème auparavant, la réponse, elle est désormais beaucoup plus complexe et elle est potentiellement multiple également. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui dans ce podcast. On se parle souvent de la fin des cookies tiers pour la fin de l'année 2024. En réalité, nous sommes déjà dans un environnement où près de la moitié de la navigation se font sur un web sans cookies tiers. Donc, avant de parler en détail de ce que proposent les solutions d'ID alternatifs, faisons un point avec Valentine de First ID sur les impacts déjà observés par les annonceurs et les éditeurs sur ces environnements cookieless. Le cookie threadless a déjà 7 ans. Le constat observé est clair. Moins 50% de revenus pour les publishers sur leurs inventaires Safari et Firefox et moins 40% de rich data pour les annonceurs. Des conséquences qui viennent challenger les habitudes de travail et bouleverser les logiques d'adressabilité, de retargeting et de mesure notamment,
mais qui viennent aussi creuser les inégalités entre les acteurs du web. Le problème se trouve donc des deux côtés de la chaîne aujourd'hui. D'un côté, les éditeurs qui peinent à valoriser leurs inventaires, avec une part du trafic non identifié de plus en plus grande. Et de l'autre côté, des annonceurs qui peinent tout simplement à retoucher des clients ou des prospects ailleurs sur le web, et donc à maîtriser ce qu'on appelle l'ad fatigue, donc la fréquence d'exposition à des publicités. Et bien sûr, à pouvoir mesurer l'efficacité des investissements publicitaires. Donc, on pourrait se demander, Valentine, où en sont à la fois les éditeurs, le sell-side, et les annonceurs, le buy-side, sur cette prise de conscience du danger et la mise en place de solutions. Le sell-side l'a vite compris et commence à industrialiser l'usage d'alternatives, plus souvent complémentaires que concurrentes. Les tests buy-side sont encore clairsemés. Les annonceurs commencent à se résoudre et à changer leur logique. L'argument massu proposait d'adresser leurs audiences cibles sur des sites médias premium en toute transparence. Et donc justement, Valentine nous parle de solutions alternatives complémentaires. Donc quelles sont ces solutions, d'où viennent-elles et en quoi est-ce qu'elles seraient complémentaires ? Aujourd'hui, les acteurs proposant des solutions d'identifiants, ils sont issus d'horizons assez différents. On a des réseaux d'éditeurs, des régies publicitaires, des data onboarders, des DSP, les telcos, et même des technologies dont c'est vraiment le core business. D'ailleurs, les 4 acteurs qui interviennent dans l'épisode aujourd'hui, LiveRamp, FirstID, ID5 et Utic, l'illustrent parfaitement puisqu'ils sont tous issus d'univers bien différents. Ces acteurs, en revanche, ils vont différer principalement selon les signaux exploités pour constituer leur réseau d'identifiants. La typologie d'acteurs qu'on va citer en premier lieu est celle des déterministes, qui exploitent une donnée first party basée sur l'adresse email, qui fait aujourd'hui de plus en plus office de clé d'identification sur le web. C'est ce que propose LiveRamp avec son identifiant, le Ramp ID, et l'écosystème bâti autour de lui, comme nous l'explique Nadia. L'identifiant de LiveRamp, le Ramp ID est au cœur de l'écosystème de notre société, écosystème sécurisé, respectueux des utilisateurs et de la réglementation. Au-delà d'être une solution cookieless, c'est aussi une véritable stratégie en cercle virtueux. L'utilisateur reçoit des publicités pertinentes et ciblées. Les agences et les annonceurs peuvent activer du média sur les walled gardens et sur les inventaires des éditeurs, faire de la data collaboration, de l'insight et du measurement. Côté éditeur, c'est une véritable opportunité. Le Ramp ID est employé comme pseudonyme d'adresse email hachée, permettant ainsi aux éditeurs de commercialiser une first-party data basée sur de l'adresse email. On trouve ensuite les probabilistes qui utilisent ce qu'on appelle des signaux faibles, comme les données liées au navigateur, la machine utilisée, l'IP, la localisation, fuseau horaire, etc. Et on va trouver des acteurs hybrides, exploitant à la fois les signaux faibles probabilistes, qu'on vient de mentionner, et intégrant également des signaux forts tels que l'email. Et ça, c'est ce que propose par exemple ID5. Donc on a créé un identifiant universel qui est distribué par les éditeurs et les marques auprès de leurs visiteurs, qu'on rend universel en collectant les signaux relatifs à ces connexions. Donc ça peut être des emails, des adresses IP, des pages, des URL de pages, des identifiants qui nous sont passés eux-mêmes par les marques ou les éditeurs, pour reconnaître que l'internaute qui est sur le Figaro et qui passe sur Allociné et puis qui va ensuite sur le site de Renault est bien le même internaute. Donc répliquer la capacité de reconnaissance cross-domaine qu'on avait avec les cookies ou qu'on a avec les IDFA dans les applications, mais tout en étant indépendant des navigateurs, donc vous pouvez être capable de faire ça dans tous les navigateurs et également tout en respectant les règles de respect de la vie privée et des données personnelles, c'est-à-dire en s'appuyant sur le consentement, en honorant la possibilité de supprimer les données, d'opt-out, etc. Ce qui nous permet de reconnaître à peu près 80-90% de la population de tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, en gros, et d'être dans 30, 40, 50, 60% des appels publicitaires qui sont envoyés sur Internet par les sites et les tuyaux programmatiques. Donc comme l'a mentionné Mathieu, ID5 a été fondé en 2017 et donc certaines solutions sont déjà anciennes sur le marché. D'autres émergent et se construisent avec d'autres mécaniques en exploitant d'autres signaux qui vont pas rentrer forcément dans des cases dans lesquelles on avait l'habitude de catégoriser ces acteurs de l'identification. On peut retrouver Valentine et commencer par FirstID qui va utiliser un cookie first party sur un réseau de sites, éditeurs et partenaires. FirstID permet aux marques, médias et annonceurs de répondre à leurs enjeux data, d'une part, d'identification et de réconciliation, et médias, d'autre part, de ciblage et de mesure. Grâce à une solution qui est à la fois précise, puisque basée sur plusieurs signaux afin de pouvoir identifier de façon avérée un internaute, une solution qui est puissante, aujourd'hui avec une couverture de 85% des visiteurs uniques en France. FirstID aide les marques à construire leur propre data first party et à la rendre interopérable avec leurs partenaires. Et enfin, la dernière solution en date, Utic, qui propose une approche complètement différente
et innovante car elle se base sur une donnée propriétaire, celle des IP délivrées par les telcos, et donc une donnée complètement maîtrisée. Je laisse Julien nous présenter la solution Utic. Donc oui, en effet, une solution d'ID qui va se différencier sur plusieurs aspects. Donc déjà sur les aspects techniques, tu l'as très bien dit, mais on a la particularité d'être alimenté par les opérateurs. Ça permet en fait à notre identifiant d'être lié au contrat Internet de l'utilisateur. Donc ça, il n'y a que l'opérateur qui est en mesure de faire cette association. Et ça va permettre d'allier à la fois un côté déterministique, puisqu'on est lié au contrat, avec également du reach, puisqu'on ne va pas être dépendant d'une donnée PII comme l'email ou le nom de l'utilisateur. Ensuite, sur les aspects transparence et contrôle utilisateur, on va aussi se différencier, puisqu'on a fait un choix assumé d'offrir de véritables outils, le Consent Hub notamment, qui est un portail qui permet aux utilisateurs de gérer, de contrôler en fait l'accès à leur identifiant en ligne. Pour nous, c'était important d'adresser aussi cette partie de l'équation et pas juste l'aspect technique de l'ID, puisque derrière, on l'a vu, mais il y a une baisse des consentements sur les dernières années qui est liée à une défiance des utilisateurs, et que si on ne rétablit pas cette confiance des utilisateurs, si on ne les réconcilie pas avec le business model de l'open web, les taux de consentement vont continuer de chuter, et sans consentement, il n'y a pas de solution identifiant, quelle qu'elle soit. L'enjeu pour les solutions, il est de pouvoir maximiser les chances de retrouver un utilisateur ayant navigué sur 2 sites différents, et pour lesquels ce ne sont pas toujours les mêmes signaux qui sont rendus disponibles. Et donc c'est parfois par la construction d'un graphe d'identifiant, appelé ID Graph, qu'ils réussiront à lier plusieurs signaux, plusieurs identifiants à une seule et même personne. Donc l'ID5ID, comme je le disais tout à l'heure, est un identifiant de device, il sert à reconnaître un device. Et donc il a tout un ensemble de signaux qui sont associés à chaque ID5ID, ce qui nous permet de faire de l'onboarding de données notamment. Et on se sert également de cet ID5ID, donc de cet ID de device, pour créer un graphe qui va connecter les différents devices d'une même personne, donc à un niveau utilisateur, et également les mêmes personnes qui appartiennent à un foyer, au niveau ce qu'on appelle foyer ou household en anglais. Donc on a un graphe qui va rassembler tous ces identifiants-là de manière algorithmique, en regardant les différents signaux qu'on a sur des terminaux qui ont des différents ID5ID, mais qui, parce qu'ils se connectent systématiquement le soir entre 20h et 22h derrière la même adresse IP, parce que les gens se sont logués avec différents terminaux et met la même adresse email. Voilà, on va être capable comme ça, algorithmiquement, de rassembler ces terminaux au niveau utilisateur, rassembler les utilisateurs au niveau foyer, pour donner un périmètre de compréhension de la population à nos clients, qui soit non seulement au niveau device, mais aussi au niveau utilisateur et au niveau foyer. On vient de l'entendre, le Graph ID permet d'agréger des signaux à un niveau utilisateur ou à un niveau foyer pour obtenir une meilleure identification. Les solutions, elles évoluent aussi pour étendre leur périmètre d'exploitation en trouvant des leviers qui vont leur permettre d'accroître leur reach. Et c'est assez bien illustré avec l'exemple d'Utic et sa roadmap de développement. De notre côté, il y a 3 leviers majeurs en termes de développement. Les opérateurs. À date, en France, on a donc Orange, Bouygues, SFR qui sont live et qui représentent environ 70% de couverture sur le marché français. On a également des discussions qui sont déjà bien avancées avec Free. On est assez confiant sur la suite et donc ça devrait nous permettre d'approcher les 100% de couverture en France. Le deuxième levier, c'est le type de connexion. À date, la solution, elle fonctionne pour les connexions mobiles uniquement. Je parle bien de connexion, donc 3G, 4G, 5G. Je parle pas de device. On est device agnostique. Donc on peut déjà aujourd'hui fonctionner sur du mobile, du desktop, sur tout type de device qui est connecté à Internet via une connexion mobile. L'utilisation en France, et ça on l'a vu sur les sites partenaires qui ont déjà implémenté la solution, elle est majoritairement via device mobile, 2/3 environ, mais par contre c'est principalement via des connexions Wi-Fi. Donc le support du Wi-Fi, ça va aussi être une grande étape en termes de reach, et ça va être déployé progressivement sur le 2e trimestre par les différents opérateurs. Enfin, le dernier levier, c'est les environnements. À date, la solution elle est live sur le web. On a déjà un SDK mobile pour l'applicatif pour Android, iOS. Et bien sûr, on a la CTV dans le viseur. Mais ça arrivera plutôt dans un 2e temps, puisque c'est dépendant du Wi-Fi, donc ça arrivera après le support Wi-Fi. Bien entendu, pour que ça fonctionne, la techno, elle doit être présente de chaque côté de la chaîne, côté annonceur et côté éditeur. C'est là un point important, et c'est un grand enjeu pour ces solutions, avoir un périmètre d'exploitation suffisamment large pour être pertinent auprès des annonceurs. Concrètement, il faut être présent sur un maximum de sites d'éditeurs, si possible, sur des inventaires premium et à fort trafic. Et les nouveaux acteurs comme First ID ou Utic
qu'on va entendre tout de suite sur ce point, ont donc forcément un retard à combler face aux acteurs un peu plus historiques sur ce secteur d'activité, et ils doivent fournir plus d'efforts pour obtenir rapidement une couverture suffisante en France et en Europe. Effectivement, un des principaux enjeux des solutions d'identifiants, c'est l'adoption marché, côté éditeur et côté annonceur notamment. Quand on a commencé, nous, en septembre, à parler avec le marché, on s'est concentré sur les éditeurs pour construire un socle, une base solide pour avoir un reach qui soit suffisant. Donc là, ça fait à peu près 6 mois et on a déjà des poids lourds, puisqu'on a des éditeurs comme 366, Prisma, Reward, Actu qui sont live et qui nous permet déjà aujourd'hui de faire tourner des premières campagnes. On a encore d'autres éditeurs dans le top 30 qui sont en train de finaliser les implémentations et qui seront live donc vraiment dans les prochaines semaines. Et donc je pense que vraiment, après 6 mois seulement d'existence, on n'a vraiment pas à rougir de ce qu'on a été capable d'accomplir. Sur la partie annonceur, là pour le coup, même si on se lance plusieurs années après d'autres solutions, qu'on a bien sûr les opérateurs qui alimentent la solution, qui sont aussi parmi le top 30 annonceurs, qui veulent tester, qui veulent utiliser notre solution. Et au-delà des opérateurs, on a déjà aujourd'hui plusieurs annonceurs, y compris dans le top 15, qui sont en train d'implémenter la solution. Et là, je ne parle pas juste de tester en fait ou d'acheter via le DSP les identifiants pour faire du frequency capping. Je parle vraiment d'implémenter sur leur site la solution pour être en mesure de créer des segments de retargeting, d'activer leurs données first party à eux, mais surtout de faire de la mesure, parce que la mesure, ça reste quand même un des principaux enjeux si on veut sauver l'open web. Si l'annonceur il voit pas ce que lui rapportent ses investissements sur l'open web, il arrêtera. Et ça, c'est un petit peu l'oublier. Et pour la mesure, il faut une implémentation côté annonceur. Au-delà de la couverture et donc du reach, un des grands enjeux de ces solutions, c'est l'intégration avec l'écosystème AdTech et l'interopérabilité pour toujours mieux s'intégrer au sein des organisations. C'est-à-dire comment rendre sa solution exploitable par le plus d'annonceurs et d'éditeurs en l'intégrant dans les stacks techniques existants. Nous n'avons pas vocation à remplacer le stack MarTech ou AdTech déjà en place chez nos clients. Au contraire, l'objectif principal est d'aider ces technos en place à maintenir leurs propositions de valeur aujourd'hui mises en péril par la disparition des cookies tiers. Nous sommes compatibles avec plus d'une vingtaine de solutions SSP et DSP, mais également DMP et CDP. Utilisées comme clé unique de réconciliation des données first party de nos partenaires, First ID vient renforcer l'usage traditionnel des emails hachés et optimiser le transfert des données pour une activation de bout en bout de la chaîne, pouvant ainsi répondre à des enjeux de data collaboration comme d'audience planning, de retargeting ou bien de mesure. Cette notion d'interopérabilité, elle peut s'élargir vers des environnements walled gardens ou vers une compatibilité avec d'autres identifiants, comme nous l'explique Nadia côté LiveRamp. ATS compte de nombreux partenariats au niveau global ou local pour permettre aux éditeurs de développer leurs revenus dans un écosystème en cookieless. Il y a les intégrations avec les SSP et les DSP. On compte à l'heure actuelle plus de 85 intégrations avec les DSP et plus de 82 intégrations avec les SSP. Il y a également les intégrations avec les autres ID. On parle alors d'interopérabilité, pour citer UID de The Trade Desk. Il y a également d'autres typologies de partenariats, tels que le partenariat très spécifique avec Google Pair, qui est une des clés de différenciation d'ATS. Et il y a également des intégrations très avancées avec les walled gardens, type TikTok, Meta, Pinterest, qui permettent aux annonceurs d'activer leurs médias sur des supports additionnels. Et enfin, sur l'interopérabilité, au-dessus de tout ça, on voit aussi des acteurs essayer de tisser des liens entre les différents identifiants du marché pour les associer à un même utilisateur. En quelque sorte, c'est un ID graph d'ID provider ou un graph multi-ID permettant potentiellement de faire le pont entre des ID Zeotap, Criteo, Xander par exemple. C'est ce que propose Rocade, un acteur allemand qui s'étend aujourd'hui en Europe. Alors comment choisir ? Là où on avait une solution plutôt globale, c'est-à-dire les cookies tiers, on se retrouve donc avec un paysage fragmenté et une multiplication d'alternatives qui s'offrent aux annonceurs. Donc comment choisir là où les solutions ? On l'a vu, l'interopérabilité avec un stack déjà présent chez l'annonceur, ça sera un critère important. Ensuite, le type de données étant différent d'un type de solution à l'autre, on se retrouve donc avec des solutions qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Les solutions probabilistes vont jouir d'un reach plus fort que les déterministes, mais elles auront moins de précision et la notion de cross-device, c'est un vrai challenge pour elles, puisqu'elles exploitent des signaux liés au device utilisé par l'internaute. Les solutions déterministes, elles sont précises, fiables,
mais ont fonctionnement sur un environnement logué, où l'email de l'utilisateur doit être connu, ce qui réduit forcément le reach. Pour le moment, il n'y a pas de solution complète qui allie le meilleur de chaque monde. Pour l'annonceur, ça dépendra donc des données qu'il a à sa disposition, du stack technique en place ou du type de cas d'usage qu'il souhaitera mettre en place. Et pour comprendre concrètement quels usages font les marques de ces solutions aujourd'hui, rien de tel que des études de cas et des résultats. C'est pourquoi j'ai demandé à chaque solution de nous partager des cas concrets, en commençant par le plus évident de retargeting d'audience avec ID5. Un des cas d'usage les plus simples et aussi les plus rentables à très court terme, donc qui sont utilisés par nos clients pour valider l'intérêt de la solution à court terme, c'est le retargeting. Donc on travaille avec un grand nombre d'annonceurs, d'agences et d'annonceurs indirectement, voire certains annonceurs directement, comme par exemple IBM, pour leur permettre de retargeter les gens qui visitent leur page depuis des navigateurs aujourd'hui qui ne supportent pas les cookies. Voilà, avec IBM par exemple, on crée des segments des visiteurs qui utilisent Safari ou Firefox pour venir consulter les pages des sites d'IBM. Et on les aide à retrouver ces internautes-là, donc sans utiliser de cookies, avec les ID5 retrouver ces internautes-là pour alimenter leur campagne de retargeting. Et donc on attribue un identifiant ID5 à l'internaute quand il est sur le site d'IBM, et cet identifiant ID5 va être retrouvé sur les autres sites, les sites médias, les sites qui diffusent de la publicité, sur lesquels ces mêmes internautes vont naviguer, de manière à permettre à IBM de les retoucher avec un message personnalisé par rapport à leur visite sur les sites. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien, qu'on fait depuis plus de 2 ans maintenant avec IBM. On fait à très grande échelle, puisqu'il recible plusieurs millions de personnes par mois grâce à ce service-là, uniquement hors cookies, donc uniquement sur les environnements cookieless. Et c'est aussi un service qui génère un ROI très positif, parce que du coup, c'est des gens qu'on va toucher dans des environnements publicitaires qui sont plutôt pas chers, puisque le CPM moyen pour des visiteurs Safari et Firefox sur des sites médias traditionnels est de 2 à 3 fois moins cher que le CPM moyen pour les visiteurs Chrome. Donc des visiteurs qui sont ciblables avec les cookies. Et donc IBM est capable d'acheter plus cher, et donc ça pour eux, ça leur coûte moins cher que de les retoucher sur Chrome. Pour les éditeurs, ça permet de gagner plus d'argent que si l'internaute n'était pas ciblé. Donc c'est vraiment win-win comme relation, et c'est un cas d'usage qui fonctionne très très bien grâce à notre technologie qui s'appuie sur une grande quantité de signaux de device. On est capable de gérer cette logique de retargeting même quand les internautes ne sont pas logués. Ensuite, on peut également imaginer qu'en tant qu'annonceur, on puisse vouloir gérer la fréquence d'exposition à sa campagne média. Et donc certains le font déjà avec First ID par exemple. Force est de constater que les premiers annonceurs qui ont testé First ID, je pense notamment à Intermarché, souhaitaient avant tout reprendre le contrôle sur les paramètres de campagne. L'un des premiers cas d'usage éprouvés consistait à utiliser First ID pour contrôler la fréquence d'exposition d'un message à un internaute spécifique. Les résultats ont prouvé que le capping pouvait être maîtrisé cross-domaine, cross-groupe média, sur des navigateurs sans cookies tiers au moyen de First ID. Xandr nous a d'ailleurs permis de constater que First ID était le seul identifiant persistant présent dans 80% des bid requests émises sur cette campagne. Un cas d'usage fondamental pour les annonceurs qui souhaitent optimiser leur ROAS et pour les éditeurs premium qui souhaitent préserver l'expérience utilisateur tout en valorisant leurs inventaires. Et terminons avec LiveRamp et un case sur des meilleures performances qui sont obtenues par des mécaniques d'interopérabilité entre technos. Citons l'exemple de l'étude sur la campagne Google Pair lancée par la chaîne d'hôtellerie Omni aux États-Unis. Les premiers résultats de l'utilisation de Pair et LiveRamp sur DV360 ont montré une augmentation substantielle des conversions. Les campagnes Pair ont montré une multiplication par 4 du taux de conversion par rapport au ciblage d'audience propriétaire CRM traditionnel basé sur les cookies dans DV360, ce qui indique que Pair a généré des impressions plus performantes. Suite à ces premiers résultats, Omni Hotel et Resort a décidé de continuer ses investissements et ses activations médias via DV360 dans le cadre du programme Google Pair. Et la privacy dans tout ça ? Bien entendu, et ça a déjà été mentionné, mais on le rappelle, toutes ces solutions, elles sont soumises au consentement des utilisateurs. Et ces considérations, elles deviennent d'ailleurs un argument pour ces solutions qui construisent leurs solutions, leurs produits autour. Là où les utilisateurs n'avaient que très peu ou pas de contrôle sur l'exploitation de leurs infos déclaratives ou de navigation avec l'exploitation des cookies tiers, les utilisateurs doivent désormais garder le contrôle sur leur suivi. Et l'objectif, c'est pas de répliquer les mécaniques intrusives qui étaient justement liées aux cookies tiers. Utic, par exemple, étant le dernier entrant sur le marché, construit sa solution en prenant en compte toutes ces considérations, évidemment, avec une approche privacy by design, et cherche aussi
à redonner le contrôle à l'utilisateur pour recréer une vraie relation de confiance. Alors oui, tout à fait. La privacy, au-delà de la mise en conformité qui est bien sûr obligatoire, encore plus pour une solution qui est alimentée par des opérateurs, qui est toujours un acteur qui est très surveillé sur cet aspect-là, donc on se doit d'être irréprochable. Il y avait aussi, au-delà de ça, une véritable volonté d'offrir un service aux utilisateurs. Donc il y a une partie de la solution qui va s'adresser à eux avec une vraie proposition de valeur pour leur redonner le contrôle sur leur identifiant en ligne. On a créé un outil, Consent Hub, j'en parlais tout à l'heure. En fait, c'est un portail qui va leur être accessible, qui va leur permettre de voir qui a accès à leur identifiant et de gérer cet accès. Donc très concrètement, via cet outil, l'utilisateur il pourra à tout moment couper l'accès à son identifiant à un ou à plusieurs sites web. Et au-delà de cet outil du Consent Hub, il y a aussi tout un tas de mécanismes techniques qu'on a implémentés au sein de la solution qui vont permettre d'éviter les dérives qu'on a pu connaître avec les cookies. On va notamment contrôler la collecte de données pour empêcher la création d'un super profil de l'utilisateur qui serait basé sur l'ensemble de sa navigation Internet. Et à l'inverse, on va plutôt favoriser en fait la réconciliation des inventaires. Et là, c'est intéressant, mais web, app et autres, puisqu'on a une solution qui va être cross-device, cross-environnement, et l'activation de cette donnée first party, que ce soit pour les éditeurs ou pour les annonceurs. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, quel avenir pour les ID providers ? Dans un contexte où l'ensemble du trafic web est censé devenir cookie tier-less fin 2024 et où les signaux aujourd'hui visibles semblent être de plus en plus dans le viseur des éditeurs de navigateurs ou de systèmes d'exploitation. C'est le moment où je donne le micro pour que chacun nous partage sa vision sur l'avenir de l'adressabilité. Tout d'abord, pour Mathieu et ID5, l'avenir sera synonyme de consolidation sur le plan des solutions et de diversification sur le plan des supports. Les grandes tendances, c'est la consolidation. Je pense qu'on voit déjà que le nombre d'identifiants qui ont vraiment une activité, une adoption et une prévalence dans les transactions publicitaires sont très limités. Il y en a très très peu qui représentent une part de voix significative des transactions publicitaires. Donc je pense que ce mouvement de concentration va continuer. On va aller vers 3, 4, 5 identifiants peut-être au niveau mondial qui ont une part de voix suffisante pour les rendre intéressants comme monnaie d'échange pour les gens qui achètent, qui vendent de la publicité. Et une deuxième tendance forte, c'est qu'on va pas s'arrêter aux cookies, on va pas s'arrêter au web, parce que sur le mobile, les IDFA et les Google Ad ID sont en train de disparaître aussi, et donc on va devoir remplacer ça. Sur l'univers de la télé, l'utilisation d'adresse IP est très discutable et crée beaucoup de problèmes pour les broadcasters, les chaînes de télé également, parce qu'elles les ouvrent à des risques de data leakage importants. Donc on va aller vers le remplacement de toutes les méthodes d'identification un petit peu traditionnelles par des identifiants universels beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus performants. Et ça, le futur, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette normalisation des transactions publicitaires autour d'identifiants partagés, universels, sécurisés, qui permettent de continuer à rendre la pub adressable et mesurable, mais avec une infrastructure bien plus en adéquation avec à la fois la réglementation et puis aussi les attentes des marques et des éditeurs. Du côté de Valentine et de First ID, face à la menace des navigateurs, l'avenir il sera fait de collaboration et d'interopérabilité justement. La menace des navigateurs, officiellement justifiée par une vocation à protéger la vie privée des internautes, n'est en réalité pas nouvelle. Tout le monde sait que le mantra des GAMA consiste à diviser pour mieux régner et surtout pour renforcer leur walled garden respectif. Cette menace est non seulement technologique mais également économique et politique, dans la mesure où elle ne concerne pas que les ID, mais également la souveraineté des marques sur l'exploitation de leurs propres données first party, même recueillies avec le consentement des utilisateurs. C'est pourquoi pour First ID, le triptyque collaboration, souveraineté et interopérabilité est moteur de notre évolution technologique et de nos décisions stratégiques. Pour Julien, du côté d'UTIC, l'avenir de l'adressabilité, il va se jouer du côté du contrôle et de la transparence qu'il faut pouvoir redonner aux utilisateurs. Il ne faut pas oublier que la publicité, à la base, c'est censé être un cercle vertueux entre les utilisateurs, les éditeurs et les annonceurs. Et je pense que c'est justement parce qu'on a oublié ça qu'on a une montée de la défiance des utilisateurs sur les dernières années, que ça s'est traduit par une baisse constante des consentements. C'est à cause de ça que les navigateurs ils ont pratiqué cette politique de la terre brûlée. Si on rétablit en fait ce cercle vertueux, si on redonne du contrôle à l'utilisateur, là on a une chance d'inverser cette tendance. Si on apporte de la valeur aux utilisateurs, les navigateurs ils pourront plus en fait s'opposer
sous couvert de protection de la vie privée aux solutions d'adressabilité. Donc pour moi, en fait, l'avenir justement de cette adressabilité, donc l'avenir du business model de l'open web, il passe par le rétablissement de ce cercle vertueux. Et enfin, pour Nadia, côté LiveRamp, l'avenir de l'adressabilité va rimer avec cohabitation et complémentarité entre solutions post-cookie. Avec le cookie-less, on passe de l'utilisation d'une solution à plusieurs solutions qui doivent se compléter mais également coexister entre elles. En effet, il n'existe pas une solution qui puisse tout couvrir post-cookie. L'éditeur doit créer une pluristratégie. On recommande de mettre en place des solutions d'ID, des solutions type Privacy Sandbox de Google, mais également du contextuel. Concernant les ID, il faut que l'éditeur se dote de solutions sécurisées, respectueuses de la vie privée, idéalement déterministes, et également des solutions connectées à l'écosystème publicitaire le plus large. Des ID qui permettront aux éditeurs de continuer à générer des revenus et de les accroître en toute sécurité. Toutefois, il faut agir avec précaution et choisir des solutions d'ID fiables et respectueuses des utilisateurs. Certains sont actuellement tolérés, mais ne seront pas forcément viables à plus long terme. Il faut donc que l'éditeur comprenne bien les enjeux, les risques et qu'il mette en place sa stratégie dans les plus brefs délais, car le compte à rebours est lancé. Voilà, c'est le moment de conclure. Comme Nadia vient de le dire, le compte à rebours est lancé. Et la solution, elle sera probablement composée de plusieurs acteurs qu'il faudra certainement tester et combiner. Chacun doit prendre le temps d'analyser la pertinence de chacune des solutions face à ses besoins, face à la donnée qu'il a à disposition, et mettre en place une feuille de route de déploiement technique, d'activation concrète, de tests et de mesure des résultats des solutions qu'ils ont sélectionnées. C'est ce que l'on fait à 55 en accompagnant de manière totalement indépendante les annonceurs et les éditeurs dans leurs choix stratégiques pour répondre à leurs enjeux dans un contexte très mouvant et très incertain. En espérant que cet épisode permette d'y voir un peu plus clair sur le paysage mouvant des ID providers, je vous remercie pour votre écoute et surtout un grand merci à nos intervenants, Valentine Veder pour First ID, Julien Delomo pour Utic, Nadia Rabi pour LiveRamp et Mathieu Roche pour ID5. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode où on se parlera des Data Cleanrooms.